L'orthophonie, c'est très, très vaste. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? Même à 4 mois, tu vois, je me dis, à 4 mois, c'est possible, du coup, Puis, il y a une guerre civile, on a dû évacuer. À part les Lémuriens, C'est quand même assez chaud, hein. jeu de société. Oh, vilaine table. Je rentrais plus dans le moule que mon frère. Mauvais élève, il a redoublé. Et on peut, en effet, comme je dis, pas en guérir au niveau politique. Alors aujourd'hui, dans Storytown, on a le grand plaisir d'accueillir Mélina. Merci et bienvenue dans le podcast Storytown. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, quand tu te présentes, qu'est-ce que tu dis aux gens? Alors, qui je suis? Oui. Donc, moi, je me présente donc, comme étant Mélina Janssen, mais tout le monde m'appelle Mélina. J'ai je dirais la chance d'avoir un prénom qui est peu commun. Donc, c'est vrai que l'avantage, voilà, Mélina, surtout même à Madagascar, mais même ailleurs. Voilà, pas besoin de mon nom de famille pour m'accompagner. Moi, ça me plaît comme ça. Si je devais me décrire, donc je suis d'origine belge. Donc, je suis née en Belgique. J'ai grandi principalement en Belgique petite. Et puis, je suis arrivée à Madagascar adolescente parce que mon papa avait un travail ici. Donc, je suis arrivée, j'ai fait mon collège et mon lycée ici. Et puis, je suis repartie en Belgique faire mes études. Donc, ça, c'est principalement moi. Et quand je suis partie d'ici, quand j'ai eu mon bac, j'avais l'objectif de revenir à Madagascar. Je savais que j'allais revenir ici. Et donc, c'est vrai que j'ai fait mes études et je suis tout de suite revenue ici. Je ne me voyais pas travailler en Europe, alors que ce soit en France ou en Belgique. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir réaliser ce que je voulais. Et donc, depuis plus de 10 ans, je suis ici à Madagascar pour travailler. Donc, j'ai créé ma société en 2011. Et si je devais me résumer en 3 mots, je dirais que je suis optimiste, dynamique et curieuse. Ça me définit bien. Ok, excellent. Et justement, peut-être pour nous dire dans des termes, on va dire, relativement simples, ton travail aujourd'hui consiste à quoi? J'ai fait donc des études d'orthophoniste, donc je suis orthophoniste, et j'ai fait aussi une spécialisation en psychomotricité. Mon titre, c'est orthophoniste spécialisé en psychomotricité. L'orthophonie, c'est très, très vaste. Oui. On travaille avec des bébés de la naissance jusqu'aux personnes âgées. Donc, pour les bébés, ça peut être des problèmes de déglutition, pour avaler, pour manger. Et les personnes âgées, ça peut être Alzheimer, AVC. Donc, c'est très, très vaste. Et moi, ma passion depuis toujours, c'est les enfants. Ma maman étant enseignante maternelle, parce que en Belgique, être enseignant, c'est 2 études à part entière, maternelle et primaire. Donc, j'ai toujours vécu et vu ce que c'était de travailler avec les enfants, les petits. Donc, moi, c'est vrai que j'avais toujours une vocation à ça, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en terminale, faire les dossiers, s'inscrire dans les écoles, j'ai regardé, je me dis, allez, orthophoniste. Donc, en Belgique, on appelle ça logopède. Je me dis, je me lance là-dedans, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'en avais fait moi-même un peu petite, parce que j'avais un petit défaut d'articulation, ce che, voilà. Donc j'avais juste cette notion-là, et je me dis, allez, je me lance là-dedans et on verra. Et en fait, pendant mes études, je me suis découvert une passion. J'ai adoré ces études. Et aujourd'hui, je dis, mon travail, c'est ma passion. J'adore ce que je fais. Qu'est-ce que je fais exactement? Là, je me suis spécialisée enfants et adolescents. Comme je dis, on peut pas, comme je dis, c'est très vaste, et se former en tout, c'est être bon en tout, c'est très compliqué. Donc moi, je me suis dit, je me forme là-dedans, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, quand les gens viennent vers moi, je leur explique, moi, je travaille avec les enfants pour les aider à bien parler, à bien grandir et à bien travailler à l'école. Voilà principalement l'orthophonie, ce que c'est. Donc en arrivant ici, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai créé ma société qui s'appelle Développement et éveil du mouvement et du langage. Le mouvement pour la psychomotricité et le langage pour l'orthophonie. Et donc j'ai d'abord travaillé classiquement en tant qu'orthophoniste, où je reçois les enfants dans mon cabinet pour les aider. Et après, ma société a grandi, s'est développée, et donc aujourd'hui elle a 3 pôles. Comme je dis, il y a le bureau classique. Et j'ai fait de la psychomotricité. Donc, au tout début, je faisais des stages de psychomotricité. Donc là, c'est un versant vraiment éducatif, où les enfants venaient en groupe et on s'éveillait par le corps pour prendre confiance en soi, prendre confiance dans les autres, dans la relation aux autres. Et puis, j'ai évolué. J'ai eu, du coup, des enfants. Et donc, mon aîné est né en 2016. Et j'adorais nager. Et pendant mes cours de psychomotricité aux études, j'avais fait des cours de bébé nageur. Et je me suis dit, moi, mon enfant, je veux vraiment qu'il fasse la piscine. Et donc, j'ai été à la piscine avec mon enfant. C'était chouette, mais assez vite, je me suis un peu ennuyée. Et puis, mais qu'est-ce que je vais lui faire faire? Après une demi-heure, on a joué dans l'eau. Bon.
Et je me suis dit, c'est dommage, je voudrais vraiment des cours en groupe. Et je me dis, allez, je vais lancer alors les bébés nageurs et de la psychomotricité ici à Madagascar, psychomotricité aquatique. Et donc, depuis 6 ans maintenant, j'accompagne donc des bébés de 4 mois à 5 ans à faire donc la psychomotricité aquatique. Donc ça, c'est un versant. Et mon troisième pôle, donc j'ai avec le cabinet, la psychomotricité, et depuis 4-5 ans, je fais des ateliers, des formations. Que ce soit pour les parents, les professeurs, les familles, les éducateurs, toute personne intéressée par l'enfance, la pédagogie, la communication et la bienveillance. Wow. Ah oui, c'est vrai que en disant effectivement, t'as quand même vraiment pu faire croître ton business et lancer vraiment des choses, je pense, qui sont assez innovantes. Enfin, en tout cas, de ce que je sais, en tout cas de moi, ce que j'ai vu, c'est que avant toi, j'avais jamais entendu parler justement de ça, de ce genre bébé nageur, même à 4 mois, tu vois. Je me dis, à 4 mois, c'est possible, du coup, d'emmener son enfant et de le faire nager dans la piscine. Enfin, bon, le faire patauger, j'imagine, avec de l'assistance, bien sûr, on s'entend bien là-dessus. Alors, c'est vrai que, en fait, le terme bébé nageur est connu, mais pour moi, il est erroné. Parce que c'est vrai, comme tu dis, on va pas apprendre à nager. Apprendre à nager, c'est vers 5-6 ans, avec des techniques où l'enfant, physiquement et intellectuellement, il est prêt, avec un maître nageur, ce que je ne suis pas, va vraiment aider à apprendre les techniques de nage. En fait, avant ça, c'est pour ça que j'aime bien le terme psychomotricité aquatique. On va lier la motricité, on va éveiller le moteur et on va aussi éveiller tout le psycho, mais c'est-à-dire, voilà, la relation que le parent peut créer avec son enfant, la relation que l'enfant va créer aussi avec les autres, parce que souvent, les enfants tout petits, ils vont pas encore à la crèche ou à l'école, et du coup, c'est là qu'ils rencontrent aussi d'autres personnes. Donc, c'est aussi un lieu de sociabilisation. Et donc, voilà, c'est vraiment plus de l'éveil aquatique. Et le but, comme je dis, il n'y a pas de performance, c'est vraiment du plaisir, et du plaisir d'être avec ses parents et avec les autres. Ok. Alors, je pense qu'on aura vraiment le temps de couvrir pas mal de sujets par rapport à tout ce que tu as cité justement comme étant tes 3 pôles d'activité. Mais pour ça, je voulais te demander, tu disais que à l'adolescence, tu quittais donc la Belgique pour venir t'installer ici à Madagascar. Ça se passe comment cette transition? Parce que l'adolescence... je pense qu'on sait, voilà, c'est une période de la vie où, voilà, on se cherche un petit peu, en tant que personne au sein de la société, tout ça. Toi, venir dans un nouveau pays, bon, je pense au-delà de la distance géographique, je pense qu'il y a quand même quelques différences par rapport à la Belgique, bien que j'y sois jamais allé. C'était comment pour toi? Alors, en fait, pour préciser quand même un peu le contexte, moi j'ai une famille où mes parents sont nés au Congo et depuis 3 générations, ma famille des 2 côtés vivait au Congo. Donc moi j'y ai vécu en fait jusqu'à 4 ans, puis il y a eu une guerre civile, on a dû évacuer. Donc en fait, moi déjà, je suis un peu née là-dedans, le fait d'être ailleurs, et toute ma famille est un peu aux 4 coins du monde. Même aujourd'hui, mon frère est à Taïwan, mes cousins sont aux États-Unis. Ah oui, voilà, on a une famille qui est voilà dans le monde. Donc c'est vrai que c'était pas nouveau pour nous de partir, et je pense que au fond de moi, je savais que mes parents cherchaient un jour à repartir de la Belgique. Donc quand ils nous ont annoncé ça, à la fois il y avait l'excitation de la découverte de ce pays, à part les Lémuriens, je me rappelle, voilà, en primaire on avait fait un exposé sur les Lémuriens à Madagascar, c'est tout ce que je connaissais de Madagascar, et puis le beau temps, c'est ce que je me disais, et donc voilà, on est venu ici. C'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que voilà, l'inconnu, qu'est-ce que ça va être, mais après voilà, j'étais confiante d'être en famille, de voir ici, et je voyais mes parents heureux aussi de repartir à l'étranger tous les deux. Je pense que c'était aussi un aboutissement pour eux de pouvoir continuer cette expatriation. Et Mada, pour ça, est vraiment un pays qui accueille les gens. Donc on a d'abord atterri en Antsirabe. Donc c'est vrai que c'était une petite ville calme, j'ai adoré Antsirabe, on avait beaucoup d'autonomie, d'aller à pied partout, en vélo. Donc c'est vrai que et puis cette nature, c'est vrai qu'il fait quand même beau. Alors par rapport à la Belgique, c'est un référentiel et ça je vais le dire parce que par exemple quand j'ai été refaire mes études, c'est quelque chose qui a vraiment été très dur pour moi, le temps. La lumière. Donc en Belgique, il pleut quand même beaucoup. C'est pas juste une image, c'est vraiment. Et c'est vrai que Madagascar, on a quand même une lumière, et Atana qui est assez forte et qui moi m'aide beaucoup au niveau de mon humeur. Alors j'adore la Belgique. Je trouve que les Belges, je t'invite à y aller, mais sont vraiment très gentils. C'est vraiment un beau pays et une bonne ambiance. Mais par rapport au temps, moi je ne pourrais plus vivre là-bas. Ok. Est-ce que c'était
C'est le facteur qui a fait que tu savais déjà que tu voulais pas trop bosser en Belgique et en France après tes études, ou il y avait d'autres considérations? Quand je suis partie d'ici, non, c'était pas ce facteur, parce que je pensais pas que ça m'atteindrait autant. Le temps, c'est vraiment en étant sur place, puis en plus en étudiant, voilà, on étudie beaucoup, on rentre dans les amphis, il fait noir, on sort des amphis, il fait noir. Voilà, j'ai vraiment eu comme je dis, la lumière, ça m'est venu après. Donc en partant d'ici, non, c'est pas ça qui m'a fait revenir. Mais ça a contribué du coup à appuyer mon choix de ne pas y rester. Mais d'ailleurs, ça c'est quelque chose, hein, je pense, pour pas mal de jeunes, par exemple, qui quittent Mada pour aller notamment en France, par exemple, où quand c'est l'hiver, en fait, il y a ce côté où le soleil, on met du temps à le voir. Généralement, on quitte la maison, il fait sombre. Quand on revient, il fait sombre. Et ouais, j'avoue, j'ai vraiment des gens qui me disent, ouais, c'est vrai que psychologiquement, c'est quand même assez chaud, hein, franchement, à vivre. Hein. Et ouais, donc du coup, je pense que ça, ce que tu dis confirme ce que des personnes ont pu me partager. Je voulais alors avant qu'on continue, on a un petit concept qui s'appelle fast check. Okay. En fait, t'inquiète, il y a rien de bien compliqué. En fait, je vais te donner le choix entre deux choses et toi, voilà, de par tes préférences, tu devras choisir l'un des deux. Et ensuite, j'aurai 2-3 petites questions pour toi, pour encore mieux un peu plus te connaître. Et ensuite, on rentrera un peu plus en profondeur, voilà, sur ton métier, sur tes aspirations et tout ça. Et je dois juste répondre sans justifier. Ouais, tu peux justifier, il y a pas de problème. D'accord. Voilà. Jeux vidéo ou jeux de société? Jeux de société. Alors, bon, comme je dis, par mon métier. Donc, mon métier, comme je dis, c'est jouer avec les enfants et apprendre par le jeu. En fait, c'est vrai que moi, souvent, les enfants qui viennent me voir, c'est des enfants, ils se rendent bien compte que c'est difficile d'apprendre une ou l'autre chose par rapport à leur spécificité. Et c'est vrai que moi, le but, c'est de les mettre à l'aise et de dire, tu peux progresser. Et en fait, en jouant, c'est vraiment le jeu, c'est le métier de l'enfant. Et ça, je vois vraiment que ça les aide. Et encore, la semaine dernière, un enfant me disait, moi, j'aime pas l'école, j'aime pas aller à l'école. J'ai dit, est-ce que tu aimes venir ici? Il me dit oui. Et je dis, pourquoi? Parce qu'ici, on joue. Alors qu'en fait, le but est le même, autant chez moi qu'à l'école, c'est d'apprendre et en jouant. Donc moi, après, j'espère que l'éducation va faire qu'on mettra de plus en plus de jeux dans l'éducation, parce que vraiment, les enfants ont tellement de progrès, avec tellement de plaisir et de motivation de par le jeu. Mais justement, ça montre peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un vrai décalage entre l'attente de la société et du système d'éducation traditionnelle vis-à-vis de l'enfant et des réalités qui sont que, comme tu dis, en fait, un enfant est plus apte à apprendre justement à travers des jeux, alors qu'effectivement, peut-être que quand il se retrouve dans le système traditionnel, il y a plus vraiment justement ce côté fun un petit peu et tout. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Maria Montessori. Elle le mettait de par le jeu, la manipulation. Donc ça fait des années, des dizaines d'années qu'on sait ça. Donc voilà, certains s'en inspirent. Après, je trouve que parfois c'est limité au maternel. Et puis en primaire, c'est fini. Et puis au collège et au lycée, alors qu'il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge pour jouer. Et comme je dis, même adulte. Et encore aujourd'hui, les jeux sont tellement développés qu'on peut trouver des jeux. C'est plus simplement, comme je dis aux parents, jouer avec votre enfant tous les jours. C'est un conseil que je donne et ça change la vie des familles et des enfants. Mais même 10 minutes, en fait. Il ne faut pas se donner la pression de faire un Monopoly d'1 heure tous les soirs. Ou bien sûr, je pense que même moi, je ne le ferai pas. Mais voilà, il y a plein de petits jeux qui existent et qui permettent en 10 minutes de apprendre, jouer, s'amuser en famille très simplement. Alors, frites ou gaufres? Mince. Les deux. En tant que bonne Belge, les deux. Bricolage ou jardinage? Alors, bricolage, même si le jardinage, j'essaye de plus en plus à le faire parce que je trouve que ça apporte plein de bonnes choses. Mais c'est vrai que de base, c'est le bricolage. Ok.
Et là, voilà, on va passer sur deux petites questions, du coup. La première qui est en lien avec justement les jeux de société. Quel est le jeu de société auquel tu joues le plus avec tes enfants? Mes propres enfants ou mes enfants au ouais. bureau? Non, tes propres enfants. Tes propres enfants. Ouais. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 7 et 4 ans. Le jeu qu'on joue le plus ensemble... Ah, c'est vrai qu'en fait, j'en ai tellement des jeux à la maison et au bureau et je fais des rotations qu'on change un peu tout le temps. Mais c'est vrai que le jeu du moment... Alors, ils adorent le Uno. Ça, c'est le jeu classique. Après, pour moi, même, enfin, après, c'est jeu au sens large, hein. Oui, je sens ça, je sens ça. Les Playmobil et les Caplas à la maison, Lego, ça, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et ça, même avec nous, du coup, on prend tous plaisir carrément. à y jouer. Après, nous, je pense que c'est le jeu où quand tu vas avec un groupe d'amis ou avec de la famille, quand tu y joues, déjà, il faut d'abord se mettre d'accord sur les règles. Oui. Parce qu'il y a 1000 règles. T'arrives dans un nouveau groupe, il y a des règles, t'as jamais entendu parler. Ouais, mais non, on peut en mettre 2, non, c'est qu'une fois. Voilà. Oh là là, Je pense que ça, c'est un effet important pour tous les jeux. De bien définir les règles dès le début. Exactement. Pour que tout se passe bien. Voilà, ça pour éviter les frustrations en cours de jeu. Et puis, un truc aussi, c'est, tu parlais justement de jeux de société à l'âge adulte. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, en fait, sur un entrepreneur qui a monté une agence, bon, je crois aujourd'hui ils sont peut-être 50, 60 salariés en France. Il utilise en fait lors de ses recrutements des Lego. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pourquoi les Lego? Déjà, en fait, ça permet à lui, mais aussi surtout en fait à la personne qui passe l'entretien, d'être plus authentique. Parce que étant donné que t'es là, enfin, ton cerveau est concentré un peu sur les Lego. T'as moins de filtres, tu vois, tu fais peut-être un peu moins attention à ce que tu fais, et du coup, t'es quand même un peu plus vrai, on va dire. Et ça, il disait que c'est ce que lui, il cherchait, en fait, ce côté-là. Et après, forcément, il y a aussi le côté créatif, parce qu'il dit, en fait, à la personne, bon, allez, construisons quelque chose ensemble. Et puis là, voilà, au feeling, ils font quelque chose. Et je pense que ça, c'est des concepts, je trouve, hyper intéressants, et pour montrer aussi que même dans le monde professionnel, pour ceux qui sont déjà à l'âge adulte, du coup, qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, ouais. Moi, je voulais te demander déjà, qu'est-ce que c'est l'éducation positive? Parce que je pense que c'est un terme, effectivement, qu'on entend souvent. Bon, bien sûr, dans le mot en soi, on comprend qu'il y a cet aspect, bien sûr, positif, mais peut-être, toi, en tant que professionnel qui est tout le temps en contact avec des enfants, peut-être, est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce que c'est? Oui, t'as 2 heures devant toi. Non. Alors voilà, pour résumer, c'est vrai que l'éducation positive, ça a été pas mal, c'est assez d'actualité. On en parle beaucoup et il y a tout et n'importe quoi. Alors là, je vais vraiment dire comment moi je le perçois, parce que beaucoup le critiquent. Il faut savoir, moi, l'image que je prends lors de mes ateliers, c'est l'orchidée. En plus, à Madagascar, on en a des magnifiques. L'orchidée, si on la laisse grandir comme ça, elle va partir dans tous les sens et elle va pas s'épanouir et être au top d'elle-même. Si on l'enferme dans une toute petite boîte, elle va rester toute petite. Par contre, si on lui met ce petit tuteur, elle va grandir et s'épanouir. Et pour moi, l'éducation positive, c'est vraiment ce tuteur. On n'enferme pas l'enfant dans une boîte, dans un moule, et on le laisse pas non plus partir partout. Donc, l'éducation positive, c'est pas l'éducation laxiste. Ça, c'est vraiment 2 choses à part entière. Ça, qu'on disait, on met pas de cadre à l'enfant, l'enfant roi, on le laisse faire. Là, bien sûr, en fait, on fait du mal à l'enfant. L'enfant, ça crée des angoisses. Et voilà, il peut pas bien s'épanouir là-dessus. Comme je dis, il va partir dans tous les sens. L'éducation positive, c'est vraiment, on prend en compte les émotions, on prend en compte l'enfant en tant que personne, on nous prend en compte, nous, adultes, parents, et éducateurs ou professeurs. Et bien sûr, il y a un cadre et des règles qui sont là pour l'aider. C'est ce tuteur qui va être là pour vraiment lui créer un socle. Mais après aussi, on prend en compte ses spécificités, sa personnalité pour l'aider. Est-ce que, par exemple, tu peux nous donner un exemple de à quoi ça pourrait ressembler? Ça prendrait quelle forme, par exemple, l'éducation positive dans l'accompagnement d'un enfant? Donc, je dirais, c'est la bienveillance. Donc, être à l'écoute des émotions des enfants. Et une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, hein, mais c'est toutes les émotions sont acceptables, mais pas tous les comportements. Donc, en fait, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Par contre, on n'a pas le droit de taper quelqu'un, de casser quelque chose. Ça, c'est interdit. Et donc, c'est vraiment là notre rôle d'adulte, dire, OK, moi, je vois ça chez toi, mais par contre, ça, je ne l'autorise pas. Et donc, à nous de recadrer et de voir avec l'enfant comment on peut amener à
à mieux gérer ça. Et ça, en fait, si on le fait tout petit, ben, c'est des adultes aussi qui vont être avoir des stratégies. Et au lieu d'être en colère et de créer dans des sociétés, voilà, de claquer la porte du jour au lendemain ou de se battre avec des personnes, c'est des gens qui vont savoir, ok, je suis en colère, qu'est-ce que je mets comme stratégie? Ok, je vais faire un tour dehors, je vais aller boire boire un coup d'eau. Ouais. Voilà. Et on amène ces adultes de demain, en fait, à gérer aussi ces émotions. Et comme je dis, plus tôt c'est fait, plus simple c'est. Même s'il est jamais trop tard. Oui. Comme je dis, des adultes qui ont du mal encore à gérer leurs émotions, on peut toujours apprendre, mais les choses faites le plus tôt possible sont le mieux. Donc il y a cette bienveillance qui est vraiment importante, la reconnaissance des émotions. Et un exemple que j'aime bien aussi donner, que clairement je suis la première à l'avoir faite, c'est un enfant qui tombe, lui dire c'est pas grave, pour éviter qu'il pleure en fait. Mais en fait nous c'est nous, ah non, s'il pleure je vais devoir gérer ça, puis il faut pas pleurer. Et puis les garçons pleurent pas, les filles pleurent, voilà, tous ces points qu'on avait avant, que moi j'essaye vraiment moi personnellement déjà d'évoluer et de faire évoluer ici les gens que je rencontre. Un enfant qui tombe, il a mal, et en lui disant c'est pas grave, c'est ta douleur, tu peux pas la voir, tu la reconnais pas en fait. Tandis que lui dire ah t'as eu mal, oui j'ai eu mal, et il va peut-être pleurer, mais en fait on l'amène à pleurer, évacuer, ok, on l'accompagne, on est là, et puis après il va reprendre sur lui et partir sur autre chose. Tandis que là s'il l'a refoulé, je prends toujours cette petit exemple de maison des émotions qu'on a dans notre ventre. Et ben cette émotion, elle va se cacher quelque part sous l'escalier. Et puis un autre jour, une frustration, il va la cacher. Et un jour, pouf, tout explose pour une bêtise. Et souvent, comme je dis, la pomme qu'on coupe en deux, l'enfant hurle parce qu'il voulait pas qu'on coupe sa pomme. Mais c'est toute l'accumulation des petites émotions qu'il a cachées, qu'il a gardées dans cette maison et qui, boum, à un moment donné, explosent. Tandis que si on fait le nettoyage régulièrement, cette maison, elle laisse passer la joie, la bonne humeur. Et c'est beaucoup plus facile pour la suite. Ok, waouh. Du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment d'encourager l'expression de ce qu'on ressent à l'instant T, quoi. Voilà. Ça. Ok, d'accord. Et de façon positive, du coup, comme je le dis, on va pas hurler pour réveiller tout le quartier. Ok, t'as eu mal, on respire, on lui donne des techniques pour gérer tout ça, en fait. Et par exemple, tu parlais de l'exemple d'un enfant, par exemple, voilà, qui pourrait avoir un comportement négatif, comme par exemple le fait de taper. Est-ce que par rapport à ça, par exemple, toi, tu recommandes ou pas, par exemple, qu'un enfant, dès son plus jeune âge, par exemple, soit initié à un sport de combat ou de contact assez brusque? Alors, avant tout, moi, je dis, il faut montrer l'exemple. Donc, c'est à nous, adultes, de montrer l'exemple. Et donc, c'est sûr que si, dans notre éducation, on veut pour que l'enfant comprenne, on le tape, il faut s'attendre que l'enfant, il va taper. Donc il y a aussi ça, pour moi déjà, qu'il faut qu'on remette en question. Donc ça, après c'est un débat, surtout ici à Madagascar, où on est encore dans la culture plus où c'est l'adulte qui décide, qui est au-dessus, et on pense qu'en frappant on va aider les enfants. Tout ça, les neurosciences ont vraiment montré que ça stresse le cerveau et que ça ne fait pas maturer. Et si ça fonctionnait, on serait pas dans le monde où on est aujourd'hui. Si on savait que les punitions, le fait de frapper les gens vraiment permettait de remettre les gens sur le bon chemin, on serait pas là où à l'époque même les coups de fouet du coup ça aurait cadré les gens et on serait pas là aujourd'hui où il y a encore des guerres, encore beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout ça. Et les neurosciences, comme je dis, ont vérifié que dans le cerveau ça n'aide pas à construire. Donc c'est à nous d'apporter d'autres techniques. Donc ça c'était pour déjà, comme je dis, on frappe pas. Et puis même bêtement, l'exemple aussi et je l'ai fait, c'est pour ça que je dis, c'est important de s'en rendre compte et de dire on évolue. L'enfant se blesse sur la table, oh vilaine table, et on tape la table. Mais ce qu'on lui montre, quelque chose qui te fait mal ou quelqu'un qui te fait mal, tape-le. Donc il y a aussi, c'est ça que je dis, notre rôle, il est aussi là-dedans. C'est tu t'es fait mal, la table t'a fait mal, mais on évite de taper la table parce que le message qu'on fait passer, et comme je dis, on fait souvent passer le message de ce qu'on montre et pas ce qu'on dit. Ok, waouh. Ouais, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte pour certains, mais un enfant, effectivement, en fait, c'est vraiment une éponge qui va absorber tout ce qu'il voit, ce qu'il entend éventuellement, et en fait, c'est pour ça qu'il faut effectivement faire un petit peu attention quand même à ce qu'on fait. Et comme je dis, même si on l'a fait, c'est ok. Comme je dis, je l'ai fait moi-même, mais maintenant je me rends compte, et même au moment où on le fait, en fait, oui, c'est vrai. Et comme ça, la prochaine fois, on évolue, et c'est super, c'est ça. C'est ce feedback et ces reculs qui est vraiment important. Et tu parlais justement du fait qu'on soit à Mada, tu vois, le contexte qui est ici. Comment est-ce que toi, tu fais justement, par exemple, quand tu discutes avec des parents pour leur faire comprendre ça, parce que peut-être que eux-mêmes par exemple, ont été éduqués avec les grosses fessées et les punitions
on va dire physique du oui, coup, oui, voilà. c'est ça. Leurs parents aussi, ainsi de suite. Du coup, eux, on va dire, ils sont d'une certaine manière matrixés à ça. Ils pensent que bon, voilà, c'est la manière ou peut-être la seule manière de faire. Comment est-ce que tu les amènes à switcher un petit peu, tu vois, leur perception de cette chose-là? De tout ça. Donc c'est vraiment un processus qui est très personnel et c'est chacun fait au mieux, c'est sans jugement. Donc des parents qui me disent voilà, moi j'ai frappé mon enfant que ce soit avec la ceinture, etc. Je suis pas là pour les juger. Ils ont fait au mieux avec les outils qu'ils avaient au moment voulu. Et comme tu dis, on a souvent les outils de nos parents. Et en fait, de génération en génération, on apporte ça. Mais non, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour changer et se dire en fait, là aujourd'hui, moi je sens que ça me correspond pas, je peux faire autrement. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Et comme je dis, il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais, ok. Sinon, je l'aurais écrit et je vous l'aurais donné, ou je l'aurais transféré et ce serait si simple. Maintenant, il faut, comme je dis, la maison et même nos relations, que ce soit en couple, avec nos enfants, au boulot, c'est un laboratoire. On essaye des choses. Ça marche, c'est super. Et ça marche pas, on change. Et puis, ça marche à un temps T. Et un X mois, X années après, on rechange. Et donc, voilà, je pense qu'il faut toujours, pour moi, c'est important, c'est plus le processus de remise en question et d'essayer vraiment petit à petit de mettre toutes ces clés et ces outils en place pour aider notre environnement et donc moi, surtout les enfants à être épanouis et différents demain. Donc c'est vrai que moi j'accueille ce que les parents me disent, je propose autre chose. S'ils sont aussi aptes à l'entendre. En général, après, j'ai l'avantage quand les parents viennent me voir, c'est qu'ils font déjà une démarche. Ouais. Pareil pour mes ateliers, c'est qu'on est déjà curieux et on vient pas réticent. Alors moi, j'aime bien que les gens viennent en couple, parce que parfois, la maman est dans cette démarche, pas le papa, ou alors ici, vu qu'on vit aussi en famille, donc les parents sont dans cette démarche, mais pas les grands-parents. Donc il y a tout ça. Donc avec plaisir, j'accueille toujours aussi des grands-parents avec moi, que ce soit en séance ou lors de mes ateliers, pour essayer petit à petit à changer. Comme je dis, il n'est jamais trop tard de changer. Mon propre papa, c'est vrai que moi je l'ai vu donner la fessée à mon frère. Alors pourquoi mon frère? Parce que moi je rentrais plus dans le moule que mon frère. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il se rend bien compte, même avec ses petits-enfants, qu'en fait, on peut faire différemment. Et ma maman, qui était, comme je disais, enseignante maternelle, j'ai vraiment vu qu'elle change son processus d'approche. Et je trouve ça beau, en fait. Pour moi, c'est encore plus beau de changer quand on a un certain âge et qu'on a fait complètement différemment avec nos enfants et que les petits-enfants, on se dit, on fait autrement. Sans non plus, comme je le dis, parce que c'est vrai que les grands-parents, ils disent, on laisse tout, les bonbons tout le temps, la télé tout le temps. Non, en fait, on peut aussi apporter un cadre bienveillant, peu importe son âge et sa place dans la famille. Par rapport à ça, pour rebondir, quel est ton avis par rapport à la relation entre un enfant, par exemple, et l'écran, justement? Très bon sujet. Alors ça, c'est mon combat. C'est un de mes combats. Depuis que j'ai commencé à travailler, il y a plus de 10 ans, c'est mon combat et aujourd'hui, c'est vraiment mon plus grand combat. Je dirais que 30% des gens qui viennent me voir, c'est dû à une surexposition aux écrans. Que s'il n'y avait pas eu cette surexposition, ils ne se retrouveraient pas dans mon bureau. Sachant que je ne vois qu'une partie minime de la population à Madagascar. Car clairement, financièrement, c'est un coût. Il faut connaître. Donc, ça ne représente même pas la totalité de Madagascar. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, donc pour moi, ce qui est important, c'est d'être informé. On a été dans une période où même moi, je regardais le soir en rentrant de l'école, la télé. Mais à l'époque, tu me diras si c'est pareil pour toi, on n'avait pas cet accès illimité tout le temps. C'était à telle heure sur RTA, alors sans citer, il y avait notre épisode, et puis après, c'était un autre épisode qui nous intéressait pas. Donc, en fait, on regardait un temps, et puis on partait. Et puis, si on voulait voir le film, c'était de X heure à X heure le vendredi soir, et puis c'est tout. Maintenant, on a quand même, je cite, mais des Netflix, où c'est tout le temps et partout. Nos téléphones, ils sont partout avec nous. Donc, on peut le donner tout le temps à l'enfant. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus ce cadre qu'on pouvait avoir dû à la limitation, qu'on avait un écran pour toute la famille, il fallait partager. C'est ça. Donc là, Donc déjà, on n'est plus dans la même société qu'il y a 10 ans. Et ça évolue très, très vite. Donc là, moi, si je peux me permettre ici de donner un conseil, c'est vraiment... c'est avoir un usage raisonné et raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on entend là-bas? C'est éviter une exposition précoce. Et ça, je le vois vraiment. Les enfants qui viennent me voir et qui ont vraiment le plus de retard, au sens large, que ce soit intellectuel, moteur, langagier, c'est les enfants qui ont été exposés très très tôt, avant 2 ans, très longtemps, c'est-à-dire plusieurs heures par jour. Clairement, il y a un impact qui est là. Et qu'il faudra... bien travailler. Donc déjà en limitant les écrans, mais il faudra un accompagnement spécifique. Donc c'est vrai qu'on donne pas le maximum de chance à nos enfants, les exposant très tôt et de façon longue. À Madagascar,
c'est vrai que souvent, maintenant de plus en plus, les deux parents travaillent. On habite beaucoup plus dans une famille nucléaire, alors qu'à l'époque, on vivait vraiment avec toute la famille, peut-être même tout le village. Et comme on disait, il faut tout un village pour élever un enfant. Maintenant, on est dans la société, en tout cas à Tana, je pense dans des grandes villes, on est moins là-dedans. Du coup, les deux parents souvent peuvent travailler. L'enfant, il est tout seul avec les grands-parents ou la nounou. Et c'est vrai que l'écran, c'est une nounou gratuite, facile. L'enfant bouge pas, va pas se blesser. Et donc, ça permet d'aider. Mais c'est vraiment pas rendre service à son enfant. Donc, je dis pas qu'il faut le mettre à la crèche très tôt. Ça, c'est un choix qui est vraiment personnel et qui dépend de chacun. Mais c'est vrai que la crèche, elle évite ces écrans. Sauf, attention, j'ai entendu que là, des crèches mettaient les enfants devant les écrans. Donc, quand même bien se renseigner où on met son enfant. Parce que comme je dis, c'est facile. Élever un enfant avec un écran, on le pose devant et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, juste attention à ça. Maintenant, si par choix, moi, c'est vrai que je trouve qu'à Madagascar, on a eu cette chance. Nous, on travaillait tous les deux, d'avoir une nounou, de laisser l'enfant dans son environnement petit, faire les siestes à l'heure qu'il veut. Ça a été vraiment positif. Mais apprenez vraiment quelqu'un qui ne peut pas mettre l'enfant devant l'écran tout petit. Ou si c'est pas possible, trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est vraiment un point. Donc l'usage raisonné, raisonnable. L'autre point que je donne, à l'époque, il y a 10 ans, les gens venaient me voir et je voyais déjà l'impact des écrans. Je leur disais, je vous propose 2 solutions. Soit vous limitez à 1 demi-heure par jour, maximum d'écran, un peu plus le week-end et les vacances. Soit c'est pas d'écran la semaine et que le week-end. Et clairement, j'ai vu les enfants qui n'avaient pas d'écran la semaine évoluaient vraiment mieux et s'épanouissaient. Donc maintenant, quand les gens viennent me voir, je dis, en tout cas quand on fait de l'orthophonie, pour moi, il n'y a pas d'écran la semaine. Je dis ça parce que je leur dis, je vous fais gagner votre temps et votre argent. Et aussi, c'est un peu pour se donner bonne conscience quand, par exemple, on se dit, je veux maigrir, je vais aller faire du sport, mais à côté de ça, je m'enfile 2 paquets de chips tous les jours. Il faut aussi être cohérent. Donc oui, on veut faire de l'orthophonie, on veut aider notre enfant avec des cours, l'aider à progresser. Si à côté de ça, on lui donne l'écran, comme je dis, on n'est pas cohérent dans ce qu'on recherche. Donc, je suis pas anti-écran. Mes enfants regardent les écrans. Je regarde les écrans. C'est juste qu'il faut les accompagner. Et pour moi, la semaine, à l'école, comme on le disait ici, on est encore beaucoup assis. L'enfant, il a besoin de bouger et de s'épanouir avec son corps, dans les relations aux autres, avec ses doigts, les jouets, mettre des stratégies, comme on disait tout à l'heure. Les jeux apportent tellement de choses qu'un écran, non. Alors, on pensait aussi, là, on va apprendre l'anglais avec l'écran, on apprend du vocabulaire. Vraiment, tout ça, ça a été vraiment prouvé que non. Alors oui, on a l'impression que l'enfant, il connaît, comme je dis, ça va être une tête bien pleine. Mais une tête bien pleine, si on ne sait pas s'en servir. Et donc, avoir des phrases toutes faites en anglais, c'est peur pas de les utiliser, ça sert à rien. La meilleure façon d'apprendre une langue, c'est en étant en relation directe avec quelqu'un. En étant, on va faire de la cuisine en anglais, on va lire un livre en anglais. Et lire un livre, oui, ça, c'est l'outil que je donne à tous les parents pour apprendre, vraiment lire, parce qu'on a de l'émotion, on réagit l'un par rapport à l'autre. Et c'est tout ça qui va permettre à l'enfant de se développer une langue quelle qu'elle soit. Et justement, de ce que tu vois, toi, t'as pas l'impression que on donne de moins en moins d'importance à la lecture? Oui. Du coup, il y a moins là-dedans. Alors, la lecture, elle a deux termes, comme je dis, tout petit, on peut commencer, nous, adultes, à lire à l'enfant. Et comme je disais tout à l'heure, on donne un modèle de moi, je sais lire, t'as vu comment on part avec des histoires. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi, en fait, de lire? C'est pas juste le côté scolaire. C'est en fait, on traverse des mondes imaginaires et c'est vrai que du coup, ça donne l'envie à l'enfant. Moi, je vois mes enfants, ils essayent de commencer à lire à ce mot-là. C'est quoi? Il y a vraiment, on crée ce plaisir chez l'enfant dès tout petit de façon très simple. Et en effet, après, c'est sûr que si on regarde mais même nous adultes, si on regarde notre téléphone avant de dormir, et à la place, on lit pas. Donc, c'est vrai qu'essayer, moi, j'essaye aussi de me limiter ça, en me disant, allez, un peu de téléphone, mais après, je prends mon livre et je lis et voilà, c'est vraiment, plus la qualité de sommeil va aller aussi derrière. Et c'est vrai que l'impact, comme j'ai aussi les écrans sur les enfants, en plus des retards dont j'ai déjà parlé, c'est un impact sur le sommeil, un impact sur l'alimentation, un impact sur les relations sociales. Là, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi des autismes visuels, donc c'est pas des vrais autistes. C'est un trouble spécifique, mais qui est inné. L'autisme dit visuel, c'est acquis en fait, c'est dû à une surexposition des écrans. L'enfant n'a pas appris les codes sociaux, le regard qui est très fixe, qui va pas regarder les autres. L'enfant n'apprend pas à jouer. Enfin, toutes les bases de la communication sont perturbées à cette surexposition aux écrans. Attention, je dis bien, c'est pas parce qu'on regarde un écran une fois que tout de suite. Voilà. Donc, comme je dis, c'est au moins pour moi surexposition, c'est au-delà de 2 heures chez un enfant. On est en surexposition d'écran si c'est très régulier. Et à partir de quel moment tu conseillerais, par exemple, aux parents de
donner un accès plus libre au téléphone aux enfants. Genre, je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, je pense de plus en plus jeunes, c'est vrai que... Alors, je veux dire au collège, honnêtement, dans des classes CE2, CM1, CM2, donc l'équivalent de la 7e, 8e ou 9e dans le système malgache, je ne sais pas si les enfants ont déjà des smartphones sur eux, mais je vois que vraiment les gens de plus en plus jeunes, ils ont des téléphones performants, parce que bon, moi à l'époque mes premiers téléphones c'était écran noir et gris ou noir et bleu, tu vois, voilà, c'était Snake, le meilleur jeu que t'avais. Qu'est-ce que toi tu conseilles par rapport à ça? Parce que en fait il y a aussi ce côté où tu vois, par exemple ton enfant est dans un environnement où tout le monde a un téléphone, que lui n'en a pas. Bon, déjà il y a peut-être bon, j'espère que c'est pas le cas, mais il peut avoir des remarques, par exemple, sur ah oui, mais toi, machin, t'as pas, etc. Peut-être qu'il se sentira pas très à l'aise, du coup. Qu'est-ce que toi, tu suggères? C'est une bonne question. Et je vois déjà mon fils de 7 ans qui me demande de jouer à téléphone. Ouais. Alors, comme je dis, on est l'exemple. Nous, on a notre téléphone tout le temps. Donc, en fait, comme je dis, ils veulent faire comme les parents, donc avoir un téléphone. Donc là, ce que je peux recommander, c'est que pour moi, en maternelle et en primaire, il n'y a pas de téléphone. Clairement, les écrans, c'est addictif. On ne peut pas demander à un enfant, je veux dire même jusqu'à 18 ans, de se limiter. Je me rappelle d'un cas d'un enfant qui ado se rendait compte qu'en fait la nuit il passait son temps sur son ordinateur et un jour il a dit à ses parents prenez mon ordinateur et enfermez-le. Et c'est vrai que les parents ont voulu bien faire en lui disant mais il faut que tu apprennes à te responsabiliser. Mais en fait on ne peut pas demander ça à un enfant. C'est une addiction, c'est vraiment ça stimule les zones addictes. Donc là c'est vraiment à nous parents de les accompagner et de leur dire ok le soir on enferme les téléphones, on enferme les ordinateurs pour éviter que l'ado soit amené à ça. Et pareil pour les tout petits, comme je dis, c'est nous les adultes qui devons nous positionner et pas on enlève cette télécommande, on enlève cette carte. C'est vraiment notre rôle d'adulte. Et je dirais donc au collège, pourquoi pas un téléphone? Pour moi, il y a deux choses. Idéalement, on prend pas le téléphone dernier cri. C'est quand même un énorme budget qu'on met dans les mains des enfants. Et qu'est-ce qu'on apprend de la valeur des choses? Comme tu dis, peut-être l'ancien, alors genre le 3310, parce que du coup, c'est pas très addictif. On va jouer à Snake, mais on va pas y jouer 20 000 heures, les SMS, etc. Pourquoi pas commencer peut-être avec un téléphone comme ça, qui permet de dire à l'enfant, je te responsabilise, tu peux nous appeler, tu peux nous écrire, mais c'est très, très limité. Et puis, si après on veut passer sur un smartphone, limiter le temps, et comme je dis, c'est à certains moments, on donne à l'enfant, on calcule le temps, et c'est à nous parents, à mettre idéalement un contrat ensemble avec l'enfant pour voir qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que nous on veut, et on trouve vraiment cet accord qui est par famille. Et comme je dis, pour moi, ça c'est vraiment des décisions familiales qui doivent se prendre et bien se réfléchir. Et on peut dire, on fait, comme je dis, rien n'est irréversible, on fait ça pendant un mois et on voit comment ça se passe. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est ne pas laisser la nuit son téléphone à l'enfant. Même s'il y a un réveil, on achète un vrai réveil. Parce que ça, c'est le risque, c'est de regarder avant de dormir et puis parfois se réveiller la nuit. Moi, j'en ai vraiment qui ont ça. Et ça, on perturbe vraiment le sommeil. Et on sait que le sommeil, surtout pour des cerveaux qui ont besoin d'apprendre et d'évoluer, on met vraiment des barrières à ces cerveaux. Donc, aidons nos enfants à pas regarder. Et comme ils disent, évitons les écrans dans la chambre de l'enfant. Comme ça, on a un contrôle. Si la télé, elle est là, l'ordinateur est dans un lieu où on peut toujours quand même un peu regarder ce qu'il y en est. Maintenant, peut-être au collège, comme je dis, mais voilà, vraiment réfléchir et voir ce qui est mis en place. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que, par exemple, quand on est parent, on dit à son enfant, écoute, fais bien tes devoirs, après tu peux regarder la télé, par exemple. Est-ce que tu vois, c'est des genres de bonnes approches, la carotte, tu vois, genre. Oui, mais pour moi, je dirais en tout cas pas avant le collège, et même au collège. Avec des pincettes, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Je pense qu'il faut vraiment voir du cas par cas, mais clairement pas avant le collège. Okay. Maintenant, fais tes devoirs et après on fait un jeu. Voilà. Et aussi, l'autre point que je dis souvent, c'est, on se rend compte, ok, mon enfant, il regarde beaucoup la télé, qu'est-ce que je veux faire? Comme je dis, il est jamais trop tard. Maintenant, si on arrête ces écrans avec les enfants, pour pas qu'ils le prennent clairement, ça va être une punition, une injustice, et comme je dis, c'est presque addictif. Donc, en fait, c'est notre place d'adulte de remplacer ces temps d'écran. Pendant 15 jours, il faut vraiment que nous, adultes, on se dise, ok, là, il n'y a pas d'écran, mais viens, on fait un jeu de société. Viens, on va jouer dehors. Viens, on va préparer à manger. En fait, on va faire ce qu'on veut, que l'enfant ou le parent aime, mais on va réinvestir ce temps différemment. Parce que ce temps, avant, l'enfant, là, oui, s'ennuyer, c'est bien, mais là, c'est pas l'ennui, c'est du vide qu'on lui laisse. Et ça, c'est angoissant, ça crée comme je dis, beaucoup de colère, de frustration. Donc, à nous de remplacer ce temps au début pour réapprendre à l'enfant à rejouer, à réinventer, à s'ennuyer. Ok. Tu penses quoi
du homeschooling, enfin le fait donc de faire l'école à la maison aux enfants? C'est une bonne question. Donc je le connais pas, voilà, je l'ai pas pratiqué, juste au Covid par défaut avec mon fils. J'ai 2 enfants complètement différents et c'est une grande richesse pour moi, pour me permettre de me dire bah oui, en fait c'est pas que l'éducation, c'est pas que ça qui fait. Avec mon aîné, le homeschooling ce serait impossible. Je m'énerverais tout le temps, voilà, ce serait pas positif. Avec ma fille, elle est plus gère un peu plus scolaire, elle aime prendre son petit cahier, faire ses petites révisions et donc oui. Donc je pense qu'il y a vraiment déjà l'enfant, comment il réagit et puis le parent comment il se sent parce que être pédagogue ça s'apprend. Donc ce qui est bien, c'est oui, il y a des études pour ça, mais on peut en effet rencontrer d'autres gens, s'auto-former, lire. Donc, il faut vraiment avoir cette démarche. C'est pas juste acheter un cahier ou s'inscrire. Alors en France, on appelle ça le CNED et suivre entre guillemets bêtement le programme, le cursus. Donc voilà, il faut vraiment prendre. C'est un grand investissement pour les parents. J'admire ceux qui le font et j'en connais qui font vraiment ça et qui du coup répondent à leurs valeurs. Ça permet de suivre le rythme de l'enfant. Maintenant, ce qui est important pour moi dans le homeschooling, c'est aussi tout ce côté social. Donc, il faut réinvestir le côté social différemment. Que l'enfant, il rencontre aussi d'autres enfants ailleurs. Et j'en parlais avec une maman qui fait du homeschooling. Elle dit, c'est pas facile à Madagascar. Ah ouais, parce qu'il y a pas des aires de jeu où, par exemple, tous les gens vont, au parc. On sait que à 16h, il y aura tout le monde au parc. Ouais, c'est vrai. Ou des activités périscolaires où les gens vont puis viennent pas. Donc pour créer une continuité et un lien, c'est pas évident. Alors oui, il y a peut-être des clubs de foot où là voilà, il y a vraiment un investissement, mais voilà, c'est pas si simple à Madagascar de retrouver après un côté social très régulier pour les enfants. Et du coup, ça me refait penser à ce que tu me disais tout à l'heure et je me suis éloignée par rapport, tu sais, tu disais le fait de faire un sport, un art martial. Donc, alors, est-ce que tu te rappelles de ta question pour que tu me l'avais posée? Oui, parce qu'en fait, tu avais dit que par exemple, un mauvais comportement qu'un enfant peut avoir, c'était de frapper, par exemple, quand il est en colère. Et du coup, le fait de l'initier dès son plus jeune âge à des arts martiaux, des sports de combat, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas trop recommandé? Alors pour moi, oui. Je trouve que tous ces sports mettent vraiment, il y a un grand cadre, il y a une rigueur. On tape pas pour juste taper. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est très bien. Maintenant, c'est l'âge. C'est vrai que je pensais le mettre très très tôt. Moi, par exemple, avec mes enfants, je pense que pareil, ça dépend de chaque enfant. Je dirais entre 5 et 8 ans, selon les enfants. Ça peut être fait parce que c'est vrai que parfois rester assis à 5 ans pour certains c'est encore difficile, suivre les règles et pourquoi alors remettre déjà à la maison c'est difficile, à l'école et pourquoi encore lui remettre ça. Donc ça peut créer des frustrations si physiquement il n'est pas encore à l'aise dans son corps. Voilà, on va remettre des défis qui sont pas simples. Mais d'autres, au contraire, ça peut vraiment aider à canaliser. Donc, comme je dis, c'est jamais rigide. On essaye, ça va pas, puis le refaire peut-être plus tard. Mais en effet, si j'avais lu comme ça une étude qui conseillait 3 types d'activités par semaine pour les enfants, qui aident vraiment à l'épanouissement. Donc, c'est une activité physique. Et moi, je pense qu'il y a le côté art martial qui est important. Une activité créatrice. Donc, c'est vrai, comme tu dis, bricoler, jardiner, avec ses doigts, son imagination, dessiner. Et puis, un instrument de musique. Et ça, vraiment, on développe le plein potentiel des enfants. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque activité, il y en a des instruments, il y en a des dizaines. Des bricolages, il y en a des dizaines, enfin des centaines. Et des sports aussi. Il faut toujours partir de ce que l'enfant aime pour vraiment l'aider. Et c'est vrai que moi, je me suis mise récemment au piano. Dans ma famille, on n'est pas du tout musicien. Et ce que je vois, ce que ça fait... déjà à moi-même personnellement, à mon cerveau, je trouve qu'on a à mes doigts, le piano développe tellement de compétences et c'est vrai qu'on a le cours de musique à l'école, mais clairement moi ça ne m'a jamais intéressée. Et là le fait de le faire moi-même, de faire l'instrument que j'ai choisi, je me dis mais waouh, ça vaut même plus que des cours particuliers, même des séances d'orthophonie pour certains. J'ai faites de la musique, vous allez voir la mémoire, tout ce que ça stimule dans le cerveau. Voilà, donc je conseille vraiment un instrument de musique, mais ça peut être de la percussion, je dis parce que c'est vrai que c'est des budgets, et là même pour les bricolages, ça peut être à la maison des feutres, des feuilles et des ciseaux, voilà, c'est pas spécialement payé pour faire des activités onéreuses et comme je dis, on n'est pas dans la performance à chaque fois, on est dans tout ce que ça peut nous apporter au sens large du terme. Ça, moi je me rappelle un petit peu quand j'étais au collège, du coup l'instrument, tu vois, c'était la flûte. J'avoue, ça va pas trop excité plus que ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais entendu dire effectivement que la musique avait
un impact positif, mais je savais pas que c'était vraiment recommandé comme étant, par exemple, une des 3 activités, comme tu disais tout à l'heure, vraiment à pratiquer. Ok. Et c'est pour ça que pour moi, dans les écoles, comme je dis, il faudrait dès le plus jeune âge qu'on puisse proposer la musique. Comme tu dis, je pense que personne s'est révélé une passion en faisant la flûte au collège. Puis ado, on est sur d'autres choses en plus déjà. Et puis, comme tu dis, toute la classe en même temps. C'est vrai que voilà, en plus petit groupe ou voilà, ou en particulier en plus petit groupe, c'est vrai qu'on peut vraiment développer ça différemment. Et quand tu dis, tu vois, il y a un truc qui a un peu fait réfléchir, c'est, tu disais, il faut que l'enfant puisse faire quelque chose qu'il aime, tu vois. Mais par exemple, en tant que parent, comment tu sais que ton enfant, il aime ou il aime pas ce qu'il fait? Peut-être que des fois, éventuellement, c'est peut-être un caprice parce que bon, je sais pas, il a décidé d'être voilà dans ce contexte-là, et donc il a dit, oh, j'ai pas envie, j'aime plus. Tiens, comment t'as-tu fait en tant que parent? C'est quoi, tu recommandes quoi? Oui, et puis comme tu dis aussi, qu'est-ce que tu fais que tu projettes pas sur lui? T'adores le piano, tu veux que ton enfant aussi. J'allais venir en fait justement même sur le côté professionnel et tout ça, tu vois. Entre la projection, la personnalité de l'enfant. Alors ça, c'est en effet très difficile. Moi, je pense que voilà, il y a une discussion à faire avant, une découverte, peut-être lire des livres, montrer déjà tout ce qui existe. Alors, je vais prendre l'exemple de la musique, mais c'est vrai que l'idéal, c'est l'éveil musical, parce que là, le professeur va proposer une gamme. Le professeur, il va aussi sentir sur quoi l'enfant est parfois plus doué. C'est vrai que quand on est plus doué, c'est plus facile. Enfin, plus doué. Voilà, s'il y en a qui a la guitare, tout de suite, ils y arrivent mieux qu'au piano. Du coup, c'est sûr qu'on a plus envie d'apprendre la guitare. Donc, c'est vrai que l'éveil musical permet vraiment de découvrir son potentiel. Ça existe à Mada, ça? Oui. Ok, d'accord, ok. Donc, tu emmènes ton enfant quelque part, il y a plusieurs instruments, puis il fait un peu le tour, il teste un petit peu, et puis en fonction de... c'est ça. Alors, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est... Et souvent, en général, idéalement, les cours avant 6 ans, c'est ça, c'est de l'éveil musical. Apprendre le rythme, apprendre les notes, voilà, déjà, avoir ça. Et puis, voilà, montrer, comme je dis, à l'enfant tout ce qui existe, ce qui est possible aussi de faire, comme je dis, ici à Mada, financièrement, logistiquement... Et pour moi, voilà, essayer toujours de faire un petit contrat avec lui, parce que comme je dis, on peut évoluer. Et moi, je trouve, voilà, ok, t'as choisi la guitare, qu'est-ce qui se plaît, là? Ok, on va essayer X temps la guitare. Et puis, on refait un point. Parce qu'en effet, comme toute activité, c'est se dire pas du jour au lendemain, j'ai plus envie de le faire, on s'arrête. Et puis, et forcer son enfant, à quel point on le force, voilà, c'est toujours compliqué de savoir. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire des contrats avec l'enfant à moyen qu'au long terme, et on revoit. Et tu vois, même moi, en séance, c'est un contrat que je fais avec les parents, où je leur dis, voilà, on s'engage pour, alors c'est du cas par cas, mais je veux dire 10 séances, et on refait un point. Et puis, on discute ensemble. Bien sûr, à tout moment, tu peux me dire, ok, je comprends pas pourquoi je suis ici, j'aime pas venir ici, je suis pas motivée. Et comme je dis, moi, c'est la clé. S'il est pas motivé, il va pas apprendre. S'il est stressé de venir, il va pas apprendre. Donc, dans ce cas-là, ce que je lui dis juste, t'en parles à tes parents, on en reparle ensemble. Et après, on discute, soit on trouve une solution, et on continue, ou soit on arrête. Mais je dis, tu te lèves pas le matin en disant, j'ai plus envie de venir en orthophonie, et on arrête. Et dans la vie, c'est comme ça. On se lève pas le matin, et on veut plus aller au travail, on veut plus faire de la guitare. On en parle, on met même un travail, on en parle, on essaye de mettre des aménagements ensemble, avec l'équipe, avec des choses, soi-même, on met d'autres choses à côté, on essaye un temps, et puis si ça va plus, on s'arrête, et on reste pas coûte que coûte dans une situation inconfortable. Mais en effet, je peux pas répondre en disant non, c'est X temps, voilà, ça c'est vraiment personnel, mais je pense que c'est important de responsabiliser l'enfant, en effet, mettre des stratégies pour que ça se passe bien, et on continue, et à quel moment on se dit là, c'est fini, et comme je dis, comme pour un travail, on va pas être en dépression ou en burn-out parce qu'en fait, on a été au max du max du max. C'est pas ça non plus qu'il faut apprendre aux enfants. C'est aussi s'écouter et être aligné avec ce qu'on veut. Est-ce que selon toi, c'est important, ça peut rien avoir avec les activités dont on parlait, mais est-ce que pour toi, tu penses que c'est important de sensibiliser l'enfant dès son plus jeune âge à la valeur financière des choses, à ce côté vraiment voilà, l'argent, tu vois, genre l'éduquer par rapport à l'argent et lui faire comprendre que, par exemple, bon, imaginons, je sais pas, il fait tomber la télé, alors lui dire, tu sais, bon, la télé, voilà, ça a un certain coût, qui aurait permis de faire ça. Oui, alors c'est une bonne question. Tout petit, clairement, ils comprennent pas, et je pense que plus que l'argent, c'est le respect des objets, quels qu'ils soient. Qu'il ait coûté 1000 arrières ou qu'il ait coûté 1 million d'arrières, on respecte un objet comme on respecte une personne. Et comme je dis, les personnes, que ce soit la personne qui travaille chez nous ou le directeur de l'école, en fait, on a un respect pour les personnes également. Donc pour moi, c'est des valeurs plus familiales à apprendre aux enfants. Et comme je dis, la valeur de faire attention, voilà, le respect de comme j'ai.
Et donc ça, pour moi, c'est petit, c'est plus ça. Une télé, oui, en effet, ça coûte cher, mais en fait, on ne casse pas les objets. La règle à la maison, c'est on ne casse pas. Qu'est-ce que c'est comme je dis, même si c'est ce joli vase, on ne le casse pas. Donc ça, c'est la règle. Maintenant, par rapport à l'argent, je pense que plus en primaire ou quoi, tu vois, on peut commencer à avoir peut-être des petites tirelires ou des petites choses. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question avec mon fils qui a perdu sa première dent. Combien on donne lorsque l'enfant perd une dent? Et en fait, tu vois, alors en Europe, c'est des pièces. Donc, tu vois, c'est 1 euro. À Madagascar, on est sur des billets. Donc, et puis, la valeur aussi à Madagascar est pas la même qu'ailleurs. Donc, c'était une grande question. Et en effet, bon, maintenant, avec, à 500 arrière, on n'achète rien. un petit chewing-gum. Et encore, voilà. Et maintenant, 5000 arrière, clairement, c'est un repas d'une journée pour des gens. Donc, c'est très compliqué, je trouve, cette notion d'argent à Madagascar. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on fait beaucoup à la maison, et actuellement, nous, ça nous correspond, mais c'est vraiment mon expérience personnelle, comme je dis, ils reçoivent des pièces d'or, donc c'est des pièces de pirates en plastique, dorées, Et en fait, voilà, ils reçoivent ça. Et quand on a fait une fiche avec eux, en disant, ils aiment par mal aller prendre une glace. Une glace, il faut 10 pièces d'or. T'aimes aller au cinéma, il faut 20 pièces d'or. Et du coup, on a permis de mettre aussi une distance sur ce côté argent, parce que comme je dis, on a tirelire, puis cet argent qui traîne dans la maison, qui est pas toujours très propre. Voilà, qu'est-ce qu'on montre aussi aux gens qui travaillent chez nous. Donc voilà, moi je trouve que ces pièces d'or, elles vont pas être volées déjà, normalement. Entre frères et sœurs peut-être, mais pas par des personnes extérieures. Et ça les responsabilise on voit aussi les personnalités, certains qui vont tout garder pour justement arriver et attendre d'avoir 20 pièces d'or pour aller au cinéma, et d'autres qui, dès qu'il y a 5, qu'est-ce que je peux avoir? 3 tatouages. J'ai 3 tatouages. Attends, mais du coup, c'est vraiment juste pour les dents qu'ils reçoivent du coup. Alors, le gars, il attend de faire toutes ses dents et puis, C'est vrai. Alors, nous, du coup, on fonctionne, et ça, c'est un peu aussi la pédagogie positive. Les matins, c'est pas facile de se préparer pour aller à l'école. Habille-toi, mange. Et plutôt qu'être dans cette routine, comme je dis, c'est vraiment personnel à chaque famille. Mais nous, pour les motiver, du coup, le matin, quand ça se passe bien, donc on a bien établi, on mange, on s'habille, on est de bonne humeur, on met ses chaussures, on a une pièce d'or. Et du coup, ils en ont une comme ça tous les jours. Et en plus, on a décidé, pour les dents, si par exemple, je sais, aller par exemple chez un docteur, c'est un vaccin, on a une récompense qui est cette pièce d'or. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils économisent. On a un peu bien clarifié la situation. Et pour nous, actuellement, ça marche. Comme je dis, on l'avait essayé il y a quelques années, ça n'avait pas du tout marché. Les pièces d'or finissaient dans toute la maison, ils comprenaient pas le lien. Et là, vraiment, on voit que ça a pris. Et donc, pour le moment, comme je dis, c'est toujours pour le moment, ça marche et on surfe sur cette vague. Super. Par rapport aux finances. Et puis, comme je dis, c'est pouvoir aussi créer cette économie qui est pour moi aussi important, plutôt que de gérer, de vouloir tout de suite dépenser. Mais elle est libre à chacun, et je veux que l'enfant il se rende compte par lui-même que, en fait, quand on veut un grand truc, on attend. Après, si vraiment, le côté financier, c'est pas simple. Après, je pense que c'est plus aider l'enfant à gérer quelque chose quand on veut quelque chose, parce que comme on dit, on est dans une société de consommation ici et maintenant. Alors je pense qu'à Mada, on est encore un peu préservé, mais en Europe, je veux dire, avec Amazon, je veux un nouveau micro, je commande, je l'ai demain. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est important aussi à l'enfant de se projeter, de mettre. Nous, on fait une astuce que je vais donner ici qui marche très très bien, que ce soit pour Noël ou dans les magasins quand ils voient un super jouet qu'ils veulent. C'est la liste à souhait. Et on a, donc, dans mon téléphone, j'ai une rubrique liste à souhait. Et donc, maman, regarde cette super poupée. On fait la photo de la poupée et on la met dans la liste à souhait. Donc, je reconnais son besoin. Alors, ça marche pas 100% à tous les coups. Elle va revenir. Et ma poupée, elle est là. Je l'ai notée. Et puis, je dis, il y a ton anniversaire, il y a tes pièces d'or, il y a Noël. Mais je l'ai retenu. Et au moment voulu, on reprend cette liste. Et souvent, les 3 quarts, ils en veulent plus, parce que c'est au moment T, ils ont vu cette poupée. Puis en fait, après, ils ont vu autre chose Et donc, on peut reprendre cette liste, supprimer ce qu'ils ne veulent plus, et en fait, réfléchir vraiment. Et moi, je fais ça bêtement avec mon panier Amazon, comme je dis, je mets tout ce que j'aime dedans. Et en fait, il reste pendant 1 mois, 2 mois, et puis au moment où je dois passer ma commande, en fait, non, ça, j'ai pas besoin. Ah oui. Et ça permet, de prendre son temps et de cibler exactement ce dont on a besoin. Alors, besoin, comme je dis, ça reste matériel, c'est pas un besoin vital, mais de réfléchir, en fait, plutôt qu'être dans la société, la consommation pure. D'ailleurs, en fait, je pose la question aussi par rapport au côté finance, parce que j'avais vu il y a quelques temps un reportage sur dans certains pays en Asie. C'est que dès le plus jeune âge, en fait, ils mettent les enfants en contact avec des vrais billets, par exemple. Et par exemple, ils leur donnent le billet,
et ils disent, il y a un tableau par exemple avec des images, ils disent avec ça tu penses que tu peux acheter quoi, ou c'est genre, je crois que c'est peut-être pour les mettre dans cet environnement voilà, financier et très business. Bon, je sais pas en termes de résultats ce que ça a donné, Oui, parce que oui, c'est voilà. intéressant, ouais. Mais ouais, c'est une approche que j'avais vue, je me suis dit ok, bon bah ok, ça existe du coup, Ouais. ce genre d'approche. Après, tu vois, moi, je verrais ça sous le jeu de la marchande, en fait. Tu vois, qu'on peut faire traiter avec les Oui, enfants, mais on prend des c'est faux ça, billets ouais. et comprendre qu'en effet, et on peut jouer avec lui. Si à un moment donné, il vend un œuf, j'en vends à 1, et puis qui vont essayer de dire bah tu crois que l'œuf et la tomate, est-ce que ça a le même prix, Voilà, et puis on voilà, peut aller vraiment ouais, au marché voir le prix, ouais. voilà. Et je pense que c'est plus aussi comme ça où ils vont la télé, il va la vendre à une petite télé, ou sa poupée il va la vendre à 1 et l'œuf à 1. Bah non, tu vois, une poupée ça peut coûter plus cher, et on peut jouer aussi comme ça avec l'enfant pour comprendre la notion de nombre, de quantité, et faire des calculs. Enfin voilà, pour moi le jeu de la marchande il répond à plein de besoins, et encore mieux que mettre l'enfant, comme je dis, dans une vraie société tout de suite avec de l'argent. Peut-être ado, on est sur autre chose. Okay. Mais voilà, pour moi, avant l'adolescence, on n'est pas là-dedans. Toujours par rapport aux enfants, et tu t'en avais parlé tout à l'heure par rapport au fait que tu avais justement une liste, tu vois, où tu recensais, on va dire, les envies des enfants quand, par exemple, ils voyaient un jouet ou autre. Toi, par exemple, personnellement, l'histoire du Père Noël, ça t'as fait comment? Dès le début, tu l'as expliqué, ou est-ce que voilà, t'as quand même essayé d'entretenir, on va dire, voilà, cette idée de Noël, et du fait que il vient sur son traîneau la nuit et déposer Alors nous on a joué sur la magie, et pour nous voilà, il croit au Père Noël, et on a joué sur ça. Maintenant, tu vois, je lis de plus en plus d'articles ou des personnes qui justement ne font pas croire, ne mentent pas. En fait, ils disent que voilà, c'est peut-être un mensonge. Et en fait, je lis et je comprends. En fait, ils vont plutôt dire que alors, je mens pas à mon enfant. Pour moi, je lui apprends d'autres valeurs. Et là, c'est vrai que quelqu'un disait, bah moi, j'apprends la valeur du partage, que c'est un moment de partage où on va recevoir, mais on va aussi donner. Je trouve ça hyper très très beau. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Nous, c'est vrai qu'à Noël aussi, comme je dis, on va recevoir des jouets. C'est l'occasion aussi de trier et de faire de la place aussi, et de donner des jouets à d'autres enfants. Donc, on peut aussi apporter cette notion-là. Pour moi, en fait, tout est bien. Et je pense que c'est de nouveau chacun qui fait par rapport à ce qui lui convient et aligné avec ça. Et comme je dis, nous, notre famille, on a gardé cette magie parce que nous, enfants, on était contents de l'avoir et que ça s'est bien passé comme ça. Maintenant, je respecte tout à fait, et je peux comprendre aussi qu'on peut faire autrement. Et c'est très bien. Pour revenir un petit peu sur les troubles, les DIS. Les 10, oui. C'est ça, 10. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça englobe? Parce que bon, je pense, moi, on a fait des recherches, du coup, bon, je suis un peu sensibilisé forcément au sujet. Peut-être expliquer aux auditeurs déjà ce que c'est. Les troubles d'apprentissage. Donc, en fait, il faut savoir qu'un trouble d'apprentissage, c'est inné. En général, ça peut être génétique. Donc, il peut y en avoir d'autres. En général, il y en a d'autres dans la famille. Sauf qu'à l'époque, on les détectait pas. Donc, c'était mauvais élève, il a redoublé, il a arrêté très tôt l'école, passé vite sur du manuel, etc. Donc, souvent, comme je dis, ou le grand-père, il sait pas lire, mais point. C'est vrai qu'on essaye de quand même poser des questions au niveau de la famille. Maintenant, il peut toujours avoir une première génération qui a une 10. C'est comme ça. Donc 10, c'est dysfonctionnement. Comme je dis aux enfants, c'est des enfants intelligents. Donc le cerveau, il fonctionne, mais différemment pour certaines zones. Donc par exemple la dyslexie, c'est la zone de la lecture qui fonctionne différemment. La dyscalculie, c'est au niveau des mathématiques qui fonctionne différemment. Mais le reste fonctionne classiquement. Donc ça, c'est un principe, comme je dis, voilà, de pas de culpabilisation. C'est pas parce que les parents n'ont pas été là, qu'il a regardé trop d'écran. Voilà. Bien sûr, ça ne va pas aider. Si on peut mettre, comme je dis, voilà, les parents plus présents, on limite les écrans, ça va aider à évoluer. Mais c'est inné. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et du coup, l'enfant peut maintenant vraiment suivre une scolarité classique. On appelle ça maintenant des besoins spécifiques. Et alors, j'allais dire dans des programmes type école française, mais de plus en plus même à Madagascar, parce que j'en accompagne de plus en plus. Et le gouvernement essaye quand même de promouvoir l'inclusion. On peut mettre en place des stratégies pour aider l'enfant et adapter. Pour, comme je dis, moi, la plupart des élèves que je suis maintenant, ils vont jusqu'au brevet, jusqu'au bac, et ils peuvent aller en professionnel, mais comme je dis, on va en professionnel parce qu'on l'a choisi et pas par défaut. Et c'est ça qui est la nuance. C'est pas je suis nulle, donc je vais faire une filière professionnelle.
Non. En fait, il a toutes les compétences. On met des stratégies en place, on met des adaptations. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Ok, t'aimes la mécanique. Eh ben très bien, on y va. On va en mécanique, mais tu l'as choisi. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. Et donc, voilà, fonctionner différemment. Moi, j'aime bien prendre l'exemple. Il y a une petite vidéo qui explique très bien ça sur Internet. Un jour, une question, ça s'appelle. À un moment donné, on voit deux coureurs qui sont sur une ligne et qui vont courir. Donc, une personne, j'allais dire, qui n'a pas de besoin spécifique, elle court et elle fonctionne. La 10, c'est comme s'il y avait un obstacle. Donc, en effet, il peut la contourner. Donc, nous, il va mettre des stratégies pour la contourner. Et il va quand même arriver au même but que l'autre, sauf qu'il va être plus lent. Donc, souvent, les 10, ils sont caractérisés par de la lenteur. Lenteur pour lire, lenteur pour écrire. Et donc, mais grâce à des stratégies, bon, en orthophonie, mais ça peut s'apprendre aussi avec d'autres méthodes, on va arriver au même but, juste on sera plus lent. Ou alors, on peut aussi le sauter, mais ça demande encore plus d'efforts, parce qu'il y a un mouvement à faire en plus. Donc, dans le cerveau, on peut faire ça, mais du coup, on est plus vite fatigué. Donc, c'est enfants qui sont souvent plus fatigués. Donc, souvent, on va dire, il est paresseux. Il peut faire des efforts. Et puis aujourd'hui ça va et demain ça va pas. Comment ça se fait? Hier tu connaissais, aujourd'hui tu connais pas. Tout ça, pour moi, le manque de motivation, la lenteur, l'irrégularité, la fatigue, c'est des conséquences. Donc c'est la partie visible de l'iceberg. Et il faut vraiment chercher qu'est-ce qu'il y a en fait en dessous. Pourquoi l'enfant a ça? Pour moi, on va pas naître paresseux. Un enfant va pas naître paresseux. C'est pas inné ça. C'est un comportement et il faut chercher pourquoi. Alors, ça peut être 10, mais comme je dis, il y a 1000 raisons. Ça peut être un problème physique, il voit pas bien. Ça peut être émotionnel, il y a quelque chose. Donc voilà, mais il faut toujours chercher pour moi, comme je dis, cette étiquette, ça cache quelque chose derrière. On doit l'enlever à nous, adultes, à chercher derrière pourquoi l'enfant est pas motivé, pourquoi l'enfant est dit paresseux. Ouais, moi, je me posais la question, c'est... Tu as pris l'exemple de la course, par exemple, de deux personnes qui vont courir. La personne qui a un trouble, un dysfonctionnement. Est-ce que c'est comme s'il y avait vraiment sur son chemin un obstacle, ou est-ce que par exemple lui imagine que là il y a un obstacle et tu vois, je veux dire, est-ce que c'est vraiment plutôt dans son esprit, on va dire, qu'il pense qu'il y a un obstacle et que du coup il faut qu'il le contourne, alors que éventuellement peut-être qu'il n'y a pas d'obstacle, ou est-ce qu'il y a vraiment un obstacle là et qu'il faut qu'il le... Il y a les deux. Alors je pense que si ça a été détecté tôt, du coup il va pas en créer d'autres. C'est ça que je veux dire. Donc si très tôt on se dit tu vois, toi en fait c'est difficile de le lire pour toi, tu le fais pas exprès, c'est parce que c'est comme ça, ton cerveau fonctionne comme ça, et du coup là il est rassuré. Et c'est vrai que j'ai rencontré des enfants où on a détecté très tard au collège, etc., et là ils sont mis des obstacles de je suis bête, donc il y a l'obstacle bête, je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, et là en fait il y a plein d'obstacles qui sont ajoutés, mais que là c'est lui qui les a créés, mais de par ça, c'est, comment je peux dire, de par son expérience personnelle qu'il a eue au fur et à mesure, et des étiquettes qu'il s'est mis et qu'on lui a mises. Et est-ce que c'est possible pour une personne qui est atteinte de dyslexie, ou peu importe d'autres dysfonctionnements, de s'accepter, je veux dire, et d'arriver à un stade, peu importe qu'il soit jeune ou à l'adolescence ou à l'âge adulte, de se dire ok, non, ça va, ou est-ce que de ce que toi tu as vu, dans un coin de la tête, il aura toujours cette pensée de mais j'ai ça, enfin j'ai ce dysfonctionnement là. Pareil, ça va, comme je dis, plutôt c'est pris, plus l'enfant va comprendre, et en fait plus on se comprend, mais même tous, plus on se comprend comment on fonctionne tôt, plus on va pas dire en fait je suis un extraterrestre, pourquoi je suis là, pourquoi moi j'y arrive pas, et aussi l'image que les autres autour de nous ont de nous, c'est-à-dire le fait de faire comprendre aux parents, parce que l'enfant il vit aussi par rapport à l'image qu'il a de ses parents. Donc c'est vrai que je vois souvent des parents très soulagés, parce que beaucoup de culpabilité en tant que parent, clairement, qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi j'aurais dû. Donc, quand les parents comprennent, l'enfant va aussi comprendre, et puis aussi l'enseignant, l'école, la famille. Si tout autour, on arrive à comprendre comment fonctionne l'enfant et comment on peut l'aider, ça vraiment, on voit que ça fait... les enfants peuvent évoluer positivement. Après, il y a des personnalités plus ou moins sensibles ou autres. Mais c'est vrai que c'est un défi dans la vie de tous les jours. Maintenant, tu vois, moi, j'accompagne une vingtaine d'enfants qui ont... différentes 10, et comme je dis, c'est du cas par cas, il n'y a pas de protocole figé, à avoir par exemple un outil informatique en classe.
Donc, je suis pas de nouveau, pour les écrans, Oui. je suis pas pour l'école numérique, Oui. mais dans certains cas, ça peut vraiment aider des enfants. Comme je dis, à suivre une scolarité classique. Là, je parlais avec une personne en France qui était très dyslexique, dysorthographique, qui a pu prendre cet outil. Il m'a dit, il a fait un master en informatique. Il m'a dit, sans cet outil, j'aurais arrêté au bac et je suis même pas sûre que j'aurais eu mon bac. Oh. Donc, comme je dis, c'est des gens qui ont des compétences qui arrivent pas à les mettre à profit. Et du coup, je me suis perdue. L'image qu'on a de oui, soi. Oui. Et voilà, là, j'accompagne un enfant à le mettre prochainement en classe et je lui dis, Mhm. est-ce que tu as envie d'avoir cet outil informatique en classe? Et il me dit non. Je lui dis, ok. Pourquoi? Ah, parce que les autres vont me dire, ah, t'as de la chance, soit t'as ça, nous on n'a pas, et pourquoi? Et toi t'es bête, ou... Ouais. Et je lui dis, en effet, l'être humain, il juge. Quand il sait pas, il juge. Donc c'est important de l'expliquer. Ça, c'est aussi mon rôle, le rôle des parents et de la maîtresse, d'expliquer pourquoi. Et je dis, oui, ça va durer une semaine. Et dans une semaine, ça sera oublié. Et je lui dis, c'est comme des lunettes. T'arrives demain avec des nouvelles lunettes en classe, tout le monde va dire, ah, t'as des lunettes, on va dire que c'est beau, on va rire. Voilà. Et ben, en fait, l'outil informatique, c'est les lunettes au 10, de certains 10, comme je dis. Mais voilà, si on a un problème de vision, on va mettre des lunettes. Okay. Et on va pas dire aux gens, Oui. c'est le bac, tout le monde enlève ses lunettes pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Ben non, vous avez le droit de vos lunettes, et ben lui, il a le droit à son clavier pour pouvoir écrire. Wow, ok, d'accord. Ah, super intéressant, d'accord. Et oui, je voulais dire une dernière chose sur les 10. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme je dis, c'est pas une maladie, donc ça se guérit pas et il n'y a pas de traitement par rapport à ça. 10, comme je dis, un dysfonctionnement. On met des stratégies en place, comme je dis, le cerveau est malléable, on peut trouver des solutions et on peut en effet, comme je dis, pas en guérir, mais on peut avancer de façon sereine avec cette 10. Maintenant, dès qu'on est fatigué, dès qu'on est stressé, oui, ça va ressortir. Des personnes qui faisaient beaucoup de fautes d'orthographe, ok, elles y arrivent mieux, on gère mieux, mais c'est sûr que dès qu'elle est fatiguée, paf, les fautes d'orthographe vont sortir. Ou au moment des examens, paf, il y aura plus de fautes d'orthographe. Donc voilà, ça reste à vie, mais on met vraiment ces stratégies et on avance. Et un exemple que j'aime bien donner, tu vois, si par exemple tu installes OpenOffice sur Windows, ça marche. Ça marche un peu plus lentement, mais ça va quand même marcher. Et en fait, c'est un peu ça. Je dis à l'enfant, on va réinstaller une autre application d'écriture ou de lecture dans ta tête qui va demander beaucoup d'énergie à ton cerveau, mais ça va quand même marcher. Donc c'est un peu voilà l'image, ça leur parle un peu. C'est une application voilà entre Android, Apple, il y a des applications qui fonctionnent plus ou moins bien. Elles peuvent fonctionner et on essaye, mais voilà, il faut être patient, réadapter. On arrive sur la fin de notre discussion, mais j'aurais encore une ou deux questions. Notamment, on avait parlé du rapport de l'enfant avec l'écran. J'aimerais qu'on discute un petit peu du rapport de l'enfant plus spécifiquement avec Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet, ça reste aussi une source d'information très grande. Justement, on voit de tout. Justement, il y a des choses, je pense, qui sont bien à prendre. Il y a d'autres choses à voir. Est-ce que toi, tu as, par exemple, peut-être un conseil à partager sur justement la manière dont un enfant devrait utiliser Internet? Je pose la question aussi, mais pour entrer dans le concret aussi, par exemple, surtout quand il passe à l'adolescence, par exemple, un enfant, voilà, si jamais, par exemple, on contrôle pas les recherches qu'il fait sur Internet, il peut vite se retrouver sur des sites qui devraient, en théorie, être accessibles qu'à la majorité, par exemple sur peut-être des sites pornographiques, par exemple. Qu'est-ce que toi tu suggères par rapport au jour où par exemple ton enfant il va découvrir Internet, tu lui dis quoi et comment voilà tu l'accompagnes Alors ils connaissent déjà Internet très tôt et après j'ai commencé par quelque chose de très riche. C'est vrai qu'un enfant pose une question. Et aujourd'hui, ils sont très curieux, les enfants. Nous, on n'a pas la réponse. Et en fait, on peut très vite. Là, mon fils me dit, comment se reproduisent les oursins? Non, en fait, je me suis jamais posé, même les étoiles de verre, je me suis jamais posé la question. Ok, allez hop, Internet. Et donc, il va dire, viens, on va regarder sur Internet. Donc, de lui-même, il me dit ça. Donc, après, là, on regarde ensemble. Maintenant, je vais reprendre une méthode que je n'ai pas inventée, qui a été une promotion en France et en Belgique. Donc là, si je devais citer un titre, ça s'appelle yapaka.be. Et c'est le 36912. C'est pas d'écran avant 3 ans. Alors, j'apporterai une petite nuance. Donc, nous, on l'a vraiment fait avec mon fils aîné, pas d'écran à 3 ans, parce que j'ai tellement vu d'impact des écrans sur les enfants que je suivais que le premier, on a été très rigide. Le deuxième, on est toujours un peu plus souple. Puis, il y a le premier qui est déjà là. Si je devais mettre la petite nuance, c'est pas d'écran avant que l'enfant ne parle. Et ça, vraiment, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Et parle, c'est pas juste dire papa, maman. C'est quand on commence vraiment à communiquer, à faire des petites phrases. Donc, pour moi, c'est déjà pas d'écran avant que l'enfant ne parle. Donc, ça, c'est pour le 3. Le 6, c'est pas de jeux vidéo avant 6 ans.
Donc c'est vrai qu'on a des petites tablettes, puis ils vendent bien les petites applications pour les petits. Donc ça, voilà, l'enfant, pareil, au niveau, il y a plein de choses au niveau du cerveau qui sont pas adaptées. Donc pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'internet seul avant 9 ans. Et donc là, ça répond vraiment quand faire des recherches, on accompagne l'enfant. Maintenant, il y a aussi, on peut vraiment bloquer les sites, comme tu dis, même pour les ados, etc. Et 12 ans, c'est pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Alors ça peut même être jusqu'à 15 ans. Ça, comme je dis, c'est chaque famille qui voit. Oui. Mais je pense que c'est le minimum qu'on peut déjà. Donc voilà, c'est le 3, 6, 9, 12. Ah, pas mal vraiment comme astuce à retenir. Je pense 3, 6, 9, 12. Ok. Hyper intéressant. Ma dernière question, mais là je pense, en soi c'est pas vraiment une question, mais c'est en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager en particulier, peut-être un sujet qu'on n'a peut-être pas couvert, sur lequel voilà tu souhaiterais parler, partager, voilà. Alors moi j'aime bien les images, hein, comme je dis, c'est aussi très enfantin, les métaphores. Il y a 3 choses là que j'aimerais encore partager. C'est que moi j'aime bien l'image de semer des graines. Donc, c'est vrai que je trouvais ce podcast aussi, je pense que c'est un peu tous les podcasts que tu fais, que toute l'équipe fait ici, c'est d'être inspirant et de semer des petites graines partout. Quelqu'un vient, écoute une partie et ça lui fait réfléchir, ça lui fait des recherches. Donc, je trouve que cette image de graines semées, moi, que ce soit avec mes ateliers, quand les parents viennent, voilà, je sème des graines et puis à eux de les arroser, à eux de la faire pousser à la façon dont ils veulent. Donc, j'aime bien cette image que je voulais partager ici. Et l'autre image, en fait, un ami récemment m'a dit « Ah, toi, t'as des méthodes pour tout ». Alors, sur le coup, j'ai rigolé, puis je me dis « Est-ce que je dois bien le prendre ou pas ?» Et puis en fait moi je suis en accord avec tout ça et alors je me trouve assez flexible, je suis pas quelqu'un de rigide et comme je disais je suis quelqu'un de curieuse donc j'ai une méthode qui marche et puis j'en trouve une autre et puis en discutant comme ça tu vois j'apprends plein de choses et donc oui j'ai plein d'astuces et si dans mes ateliers c'est aussi une image que j'utilise, je dirais plutôt qu'une méthode ou comme je dis méthode on suit de A à Z la méthode et point non. En fait moi j'ai un sac de Mary Poppins ou une boîte à outils avec plein d'outils dedans. Et quand je vois quelque chose qui est abîmé, cassé, ben je prends un outil et j'essaye. Comme je dis, c'est pas rigide, c'est pas ça, c'est absolument ce tournevis. J'en prends un, ça marche, super. Peut-être il faut un autre. Et donc c'est un peu plutôt que des méthodes. Je dirais voilà, c'est plein d'outils, plein de clés que j'ai et que je vais essayer, comme tu dis, en éducation positive, avec les enfants qui viennent me voir, un jeu. Mais comme je dis, je peux pas te dire c'est le protocole, c'est ce jeu-là. Donc j'en prends un. Et en fait, c'est l'enfant aussi qui va lui-même apporter des choses pour moi, compléter ma boîte à outils à chaque atelier que je fais, à chaque rencontre, tu vois, que j'ai, je me dis, ah oui, ça, il faut que je fasse une recherche là-dessus. Oui, je lis beaucoup, je discute beaucoup. Les parents qui viennent me voir à chaque fois, moi, c'est eux, mes mines, mes sources aussi. Donc voilà, moi, c'est vraiment cette petite caisse à outils pour aider, accompagner, réparer, réajuster. Et si je devais aussi peut-être terminer, j'aime bien des petits mantras. J'en ai 3. Donc moi, je trouve qu'un que j'aime beaucoup, c'est l'importance des petits pas pour atteindre son objectif. Donc l'image c'est pas de moi, l'image c'est cette échelle avec des barreaux très espacés où en fait on n'arrive déjà même pas à atteindre le premier parce que notre objectif est déjà trop haut et des barreaux beaucoup plus rapprochés où en fait la personne voilà par petits pas elle va atteindre. Et c'est vrai que même en orthophonie une frustration que j'ai eue c'est que c'est assez lent les progrès pour accompagner les enfants et même les parents qui viennent me voir parfois voilà et ben en fait c'est se rappeler en fait on en est là aujourd'hui c'est faire ça et c'est déjà très bien et on y va petit à petit et on travaille vraiment aussi comme je dis tous ensemble autour de l'enfant pour l'aider à monter à l'encourager que ce soit moi les parents l'école et son entourage. Donc ça c'est pour moi une très bonne image. Une autre aussi que j'aime beaucoup c'est que ça doit être fait et pas parfait. Alors je suis pas du tout perfectionniste mais c'est vrai que parfois j'ai peut-être le côté procrastination. Allez, quand je commence, faut que ce soit vraiment bien. Alors, je vais prendre l'exemple de la chambre des enfants, qui est en bordel. Et je me dis, allez, oui, je vais faire les rangées par caisse, trier, la rotation des jouets. Et en fait, je m'y mettais jamais. Et la chambre était de pire en pire. Et puis un jour, non, je fais un tiroir. Et c'est très bien. Et puis un autre. Et en fait, petit à petit, et même quand j'ai des dossiers à faire, en fait, j'ai 10 dossiers en retard, ben, j'en fais un. Et c'est déjà très bien. Et comme je dis, il doit pas être parfait. En fait, il doit être fait. C'est déjà ça. Donc ça, c'est un petit mantra. Et je terminerai avec le dernier qui est donc c'est de Nelson Mandela. C'est l'éducation est l'arme la plus puissante du monde.
Et je me permettrais d'apporter une petite nuance, parce que le côté arme, il y a le côté combat qui, moi, voilà, m'interroge. Mais je trouve que le sens qui met derrière est vraiment important. Et il avait déjà compris. Et je pense que aussi à Madagascar, c'est aussi quelque chose sur quoi on doit... Alors dans le monde, mais à Madagascar, l'éducation, je pense qu'il y a vraiment un accent à mettre là-dessus au niveau politique. L'éducation, pour moi, c'est la clé de l'avenir. C'est vraiment ça qui va aider les gens, comme je dis, à s'informer, à aussi ouvrir leur esprit, penser différemment. Comme je dis, on n'est plus dans une société où on crée des ouvriers, comme à l'époque, où voilà, et tout le monde devait rentrer dans le même moule. On crée des... Maintenant, on crée aussi des gens. Le monde de demain n'est plus le même, et c'est pour ça aussi que l'éducation doit, même à la maison, l'éducation positive doit changer. Parce que des gens qui respectent, comme je dis, ouvriers, en fait, il y a une consigne et on remet pas en question la consigne et on exécute. Je pense que c'est plus ce qu'on veut et qu'on aspire pour nos enfants. On veut bien sûr qu'ils s'épanouissent, mais qu'ils soient aussi en lien avec des valeurs. Et pour moi, c'est ça qui est important de transmettre à des enfants. La religion le fait, mais comme je dis, moi, je ne suis pas croyante. Donc, ça peut être transmis par la religion, mais ça peut être transmis juste par l'éducation, l'importance des valeurs. On en parlait tout à l'heure, et ça, c'est pour moi vraiment important. Ok, bah écoute, vraiment déjà, merci pour ce partage, franchement qui était vraiment plein de valeurs, et merci d'être, comme tu disais, le tuteur pour les orchidées, pour donc les enfants de ce pays qui ont la chance de te rencontrer, et je te souhaite le meilleur et vraiment que tu puisses accomplir tous les projets aussi bien perso que professionnels que tu souhaites mettre en place cette année, dans les années à venir. En tout cas, merci d'avoir fait appel à moi. Je suis très contente d'avoir fait ces échanges. Et si je peux juste lancer une autre graine ici. Donc, l'orthophonie, comme je disais, est très peu connue à Madagascar. Il n'y a pas d'école actuellement à Madagascar. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'espère, parce que c'est de plus en plus connu. Comme je dis, alors au départ, c'est dans un réseau plus francophone, français, et ça s'élargit de plus en plus. Et vraiment, les gens qui viennent me voir sont de tout horizon. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et j'allais dire que mon petit colibri, j'aurais fait ma part à Madagascar le jour où il y aura une école d'orthophonie à Madagascar. Donc, j'espère. Comme je dis, moi, j'ai pas un esprit de leader. Je suis pas quelqu'un... alors, c'était une croyance limitante. Je ne suis pas quelqu'un qui va initier un projet comme ça. Après, à attendre à rien faire, c'est pas non plus comme ça qu'on fait changer les choses. Donc là, voilà, j'espère... là, voilà, je lance une goutte d'eau, et puis j'espère que moi aussi, je vais faire de mon côté d'autres choses pour essayer de créer ça. Et je me dis comme ça, si des enfants, des familles et même des personnes âgées, comme je dis, moi je m'en occupe pas, mais il y a des besoins ici à Madagascar. Si on peut aider encore avec cette spécialité, aider d'autres personnes, ce serait vraiment un projet que j'ai pour Madagascar, et j'aurais fait ma part ici. Excellent, super, merci. Voilà, merci.